Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous sommes aujourd'hui le 11 avril 2020. Petit article qui est paru sur la liberté.ch, donc CH c'est pour la Suisse. Donc c'est un journal officiel, ce n'est pas un site complotiste qui concerne en fait la manipulation que la CIA a pu faire. Donc c'est quelque chose qui est vérifié, vérifiable. Le président Ford d'ailleurs présenta ses excuses pour ce projet que la CIA avait mis en place illégalement. Certaines personnes sont d'avis que ce projet existe encore. Je vais vous lire l'article et ensuite on ira sur Wikipédia. Il faut savoir que le projet MK Ultra a inspiré des films comme par exemple qui s'appelle Un crime dans la tête, également la saga Jason Bourne. Alors, avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur l'icône en forme de cloche pour être averti des prochaines notifications. Donc pour ceux qui me suivent, vous voyez, je parle aussi bien de l'actualité que de certains livres que j'ai trouvé très, très intéressants, etc. Donc là, on va parler de ce qui s'est passé dans les années 60 ou 70. Alors, quand la CIA manipulait les cerveaux. Jack Nicholson dans Vol au-dessus d'un nid de coucou en 75. Le film de Milos Forman s'inspire du roman de Ken Kesey en 1962, qui avait été lui-même cobaye volontaire pour tester des produits psychédéliques dans le cadre de recherches universitaires secrètement sponsorisées par la CIA. Service secret. Durant la guerre froide, des milliers de militaires et de civils ont été victimes d'expériences médicales financées par la CIA afin de mettre au point les armes mentales. L'hallucinogène LSD avait la cote. Pascal Fleury. Le but du docteur Green était de me manipuler et de faire de moi une tueuse professionnelle. Il avait mis des électrodes sur mon corps et sur ma tête, il répétait en boucle des ordres multiples pour les imprimer dans mon cerveau, tandis qu'une lampe rouge clignotait au-dessus de moi. Entre chaque séance, il utilisait des électrochocs et m'ordonnait de me laisser aller de plus en plus. Le docteur Green a voulu par la suite que je tue une poupée qui avait les traits d'un vrai enfant. Chris de Nicolas, à 12 ans au moment des faits à Tucson en Arizona. Son témoignage, enregistré en 1995 par une commission d'enquête américaine, en dit long sur les expérimentations, soi-disant scientifiques, qui étaient financées par la CIA pendant la guerre froide. Comme des milliers d'autres victimes, adultes et enfants, militaires et civils, elle a subi des injections de drogue, des électrochocs, des radiations et toutes sortes d'autres traitements plus ou moins violents, dans le but de mettre au point des méthodes de manipulation mentale. Pendant la guerre de Corée 1950-1953, la CIA se persuade que les Chinois, les Soviétiques et les Coréens du Nord ont trouvé un moyen de briser la volonté des prisonniers américains. De vaillants soldats d'élite se sont en effet soudain, transformés en communistes dociles prêts à dénoncer les États-Unis sur les ondes moscovites. L'agence centrale de renseignement CIA décide alors de réagir. Programme MK Ultra. MK, il y en a qui disent que ça veut dire monarque avec un K comme le nom d'un papillon. Dès 1951, elle lance le projet Bluebird, avec pour mission d'explorer les possibilités de contrôler la pensée des individus, de les faire parler et d'influencer leur comportement. Elle expérimente de nombreuses drogues, dont la mescaline, déjà testée par les nazis, qui engendre toutefois un état de stupeur peu satisfaisant. Elle essaie aussi la marijuana, les barbituriques, la cocaïne et l'héroïne. Et elle commence à s'intéresser à un nouveau psychotrope hallucinogène de synthèse, le LSD, découvert en 1943 par Albert Hofmann chez Sandoz à Bâle. Le programme d'expérimentation Bluebird est vite rebaptisé Artichoke en référence à l'effeuillage mental que peut symboliser l'artichaut. Dès 1953, il prend le nom de MK Ultra sous l'impulsion du directeur de la CIA Alan Dulles. Plus de 80 institutions, agences gouvernementales, universités et hôpitaux sont alors embrigadés aux États-Unis, au Canada et en Grande-Bretagne. Le vaste projet est supervisé par le docteur Sidney Gottlieb, qui est alors le chef du service technique de la CIA, surnommé à l'interne la boutique des horreurs, comme le raconte le journaliste d'investigation Gordon Thomas. Pendant une décennie, des milliers de personnes vont être exploitées comme cobayes, soit avec leur consentement, le gouvernement faisant vibrer leurs fibres patriotiques, soit souvent à leur insu. Les cobayes involontaires sont surtout des prisonniers de guerre, des soldats et objecteurs de conscience, ainsi que des patients d'hôpitaux psychiatriques. Test d'envergure. Le LSD étant prometteur, les expériences visant à mieux cerner les effets de cet hallucinogène se multiplient. Grâce au fonds secret de la CIA, des travaux sont menés sur une vingtaine de campus. À l'université d'Oklahoma, le psychiatre Louis West se fait même un nom comme expert de la manipulation mentale. Les expériences sont menées parfois à grande échelle. Au centre militaire de Fort Detrick, dans le Maryland, qui était à l'époque une base de programme d'armes biologiques,
Des tests de diffusion massive de la fièvre du Queensland, fièvre Q, sont menés sur 2200 volontaires, la maladie infectieuse paraissant idéale pour paralyser les troupes sur le terrain. Des essais similaires sont ensuite réalisés en extérieur dans le désert de Dugway, dans l'Utah, en ajoutant du LSD aux bactéries pathogènes diffusées dans l'air. Quelques cas de comportement irrationnel sont observés chez les cobayes. L'un des psychiatres les plus zélés dans l'expérimentation d'armes mentales est alors le docteur Evan Cameron, président de la Société américaine de psychiatrie. Dans sa clinique à Montréal, il fait subir à des femmes venues se faire soigner pour dépression et à d'autres malades des traitements à base de drogue et d'électrochocs. Il tente aussi de modifier les pensées de ses patients en les plongeant dans un long sommeil et en passant en boucle des messages enregistrés. Et il n'hésite pas à faire appel à la lobotomie. Le comportement des patients change alors du tout au tout. La violence laisse sa place à la stupeur, au regard vide et à la démarche de monstre. Après l'interruption du projet MKUltra en 1964, des tests se poursuivent encore discrètement pour tenter de produire un sérum de vérité parfait. Peu à peu, toutefois, la vérité sur les expérimentations humaines de la CIA sort au grand jour. Des familles de victimes portent plainte. En 1974, le New York Times publie des révélations, suscitant l'ouverture de plusieurs enquêtes. Témoignages terrifiants. Mais les preuves à charge restent fragmentaires, la plupart des documents compromettants ayant été détruits. Pour la CIA, ce dossier était pire que tous les autres, moralement et politiquement injustifiable, commente l'historien et expert du renseignement Yvonique de Noël. Devant les commissions des témoignages terrifiants de victimes comble alors les sources écrites. Des dédommagements sont accordés. En 1995, le président Bill Clinton prononce finalement des excuses publiques. Ah, je pensais que c'était Ford. Maintenant, apparemment, c'est Bill Clinton. Je pensais que c'était Ford. Je me suis trompé. Des milliers d'expérimentations gouvernementales ont eu lieu dans les hôpitaux, les universités et sur les bases militaires un peu partout dans le pays. Dans de trop nombreux cas, aucun accord formel n'a été demandé. On a dissimulé à des Américains ce qu'ils subissaient, et bien au-delà des cobayes eux-mêmes, cette tromperie a dupé leur famille et toute la nation. Manuel de torture, ces excuses officielles n'empêchent pas que la CIA et l'armée américaine de continuer d'appliquer leurs techniques d'interrogation musclée et d'exploiter le manuel Q-Bark que la CIA avait distribué à ses agents dès 1963. Un mode d'emploi pour la manipulation mentale et la torture psychologique qui inspire toujours les tortionnaires à travers la planète, même s'il a été déclassifié en 1997. Pour preuve, les scandales de la prison irakienne d'Abu Ghraib, du centre de détention militaire de Guantanamo ou des prisons secrètes de la CIA hébergées par plusieurs pays européens. Dans la guerre contre le terrorisme, les armes mentales restent d'actualité, à en croire les experts, elles seraient même toujours plus sophistiquées. Ça c'est certain. Faut pas croire que ça a arrêté ce projet-là. C'est toujours d'actualité, ils veulent vous faire croire que ça a arrêté. Ça s'est arrêté, mais c'est complètement faux. Les expériences sur l'humain, des expériences à grandeur nature, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. C'est pas nouveau, ce n'est pas fini, ce n'est pas terminé, il y en aura tout le temps. Comme actuellement, ce qui est en train de se passer, c'est un projet à grandeur réelle avec le coronavirus. Le LSD comme arme. Albert Hoffman avait été le premier surpris par la puissance extraordinaire du LSD. Diéthylamide, on s'en fout, en découvrant accidentellement les effets du psychotrope en 1943 dans les laboratoires de Sandoz, aujourd'hui Novartis. Ils sont beaux les laboratoires, hein, à Bâle. Une fois le brevet déposé, le dérivé de l'ergot de seigle a captivé la communauté scientifique, l'armée américaine et les services secrets qui expérimentaient déjà de nombreuses drogues pour la mise au point d'un sérum de vérité s'y intéressent dès 1951, dans le cadre du projet Artichaut. Ils voulaient savoir si le LSD pouvait servir d'arme inhibitrice non mortelle contre des ennemis, raconte le chercheur bâlois dans les entretiens publiés en 2004. Hoffman ajoute qu'à l'époque du projet MKUltra, Sandoz a produit pour la CIA de grandes quantités de LSD. Mais l'hallucinogène faisait peur, catalyseur de la bigénération, il a été totalement interdit en 1967. Aujourd'hui, sa consommation n'est plus que très marginale. Mystère à Pont-Saint-Esprit. Que s'est-il vraiment passé ce 16 août 1951 à Pont-Saint-Esprit, dans cette petite ville des bords du Rhône, dans le Gard? Après avoir consommé du pain acheté dans une boulangerie locale, 300 personnes ont commencé à avoir des vomissements, maux de tête, douleurs gastriques et musculaires. J'ai du mal à lire, waouh. Douleurs gastriques et musculaires et surtout de sévères hallucinations. Prix d'accès de folie, 50 habitants ont dû être hospitalisés ou même internés, tandis que 5 autres décédés à la suite de cette mystérieuse intoxication. Selon les médias de l'époque, le drame a culminé au soir du 25 août, lorsque les dizaines de citoyens ont été pris de convulsions. Ma fille avait des crises terribles d'hallucination, elle se dressait sur son lit, voyait du sang tomber du plafond de partout, elle voyait des tigres qui lui bondissaient dessus, des lions, des ours qui venaient la dévorer, raconte un spiripontin, lui-même atteint par le mal conduit.
Le corps médical pense tout de suite à l'empoisonnement à l'ergot de seigle, ce champignon parasite qui tuait souvent au Moyen-Âge. Mais les preuves authentifiant un ergotisme, appelé aussi mal des ardents ou feu de Saint-Antoine, font défaut. D'autres hypothèses sont alors évoquées, dont une pollution au mercure due à un fongicide agricole. Plus tard, des spécialistes, suivant la piste des mycotoxines issues de champignons microscopiques ou celle d'un blanchiment artificiel du pain, comme le raconte l'historien américain Stephen Kaplan, qui a publié un ouvrage détaillé sur le sujet. Si l'hypothèse de l'ergotisme reste aujourd'hui la plus crédible, une nouvelle théorie est désormais défendue par le journaliste américain Hank Albarelli, après avoir longuement enquêté sur les expériences médicales financées par la CIA dans les années 1950. Il évoque la possibilité d'un test LSD à grande échelle, à voir ce dimanche dans un village empoisonné par la CIA. Alors, j'ai rajouté un ou deux trucs, ce qui ne précise pas dans l'article, mais si vous voulez regarder plus d'informations sur le sujet projet MK Ultra, vous voyez, les voir, c'est très détaillé. Il y a les documents déclassifiés de l'armée américaine, c'est passé dans des médias internationaux, nationaux, etc. Donc ce n'est pas du complotisme. Ce qui n'est pas dit dans l'article, c'est qu'il y avait des tests avec des prostituées qui prenaient du LSD et qui droguaient leurs clients. Et il y avait également dans certains métros américains du LSD en fait qui circulait par inhalation dans les métros. En allumant les lumières, les néons, tout ça, le LSD se propageait. Et donc à l'insu des personnes qui prenaient le métro, il leur donnait le LSD, etc. Donc vous voyez, j'ai voulu faire cette première vidéo d'une série qui va commencer sur le complotisme pour vous montrer que le complot existe, il a toujours existé, existera toujours. Donc ça c'était ma première vidéo, donc complot 1. Ce n'est pas du tout chronologique, hein. Je peux très bien parler de complots qui ont d'aujourd'hui et de demain et revenir sur hier, etc. Donc ma première série, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous voulez que je poursuive un peu cette série-là. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!